Enceinte mais je conduis toujours un taxi pour survivre, j'ai pris un homme ensanglanté par une nuit d'orage et je l'ai conduit d'urgence à l'hôpital. Mais le lendemain matin, un convoi de jeep devant ma porte m'a laissé stupéfaite. Ben prit une bouchée de son burrito, me regardant avec cette manière calme et perspicace qui lui était propre. Eh bien, si ton fiancé ne t'apprécie pas, c'est son problème. Je le répète, c'est un idiot. N'importe quel homme aurait de la chance d'avoir une femme capable de réparer une voiture avant le petit déjeuner et de faire des tartes le soir. La mention du nom de Jake, même si Ben ne l'avait pas prononcé, me serra la poitrine. Je forçai un sourire. Nous ne parlons pas de lui, tu te souviens? Buvons juste notre café. Ben leva les mains en signe de reddition, et pendant quelques minutes, nous nous assîmes sur des seaux renversés, sirotant notre café, faisant semblant que la vie était simple. Mais ce n'était pas le cas. Pas depuis cette nuit, il y a quelques semaines, où 2 lignes roses étaient apparues sur un petit bâton en plastique, et tout en moi avait changé. Pas depuis le moment où j'avais réalisé que Jake ne répondait plus à son téléphone. Et surtout pas depuis que cette peur lancinante s'était insinuée, qu'il ne reviendrait pas du tout. Je secouai la tête, remontant la fermeture éclair de mon sweat à capuche. Personne au travail ne devait savoir. Armand, le propriétaire, était strict et impitoyable. Le moindre indice que j'étais enceinte, et il trouverait une excuse pour me virer. Et je ne pouvais pas perdre ce travail, pas maintenant. J'avais des factures à payer, des économies à faire, et un bébé qui arrivait, que je sois prête ou non. La voix du répartiteur crépita dans les haut-parleurs du garage, me tirant de mes pensées. Amber, c'est à ton tour. Client au centre-ville, 20 minutes. Je jetai ma tasse de café et montai dans mon taxi. Ben me cria, fais attention. Et, mange autre chose que du café aujourd'hui, d'accord? Je lui fis un petit signe de la main, forçant un sourire qui n'atteignait pas tout à fait mes yeux. Alors que le moteur rugissait sous mes mains, je chuchotai aux passagers silencieux que personne d'autre ne pouvait voir, c'est juste toi et moi, mon petit. Nous allons y arriver. Et je sortis du garage, droit vers une journée qui, je ne le savais pas encore, allait tout changer. Le ronronnement du taxi s'estompa alors que je me dirigeais vers ma première course, mais mon esprit n'était pas concentré sur le trafic ou les panneaux de signalisation. Il me ramenait à la façon dont j'étais arrivé ici, seule, enceinte, et essayant de tout maintenir avec un sourire qui ne trompait personne. Je n'avais pas toujours été comme ça. J'ai grandi à Fort Collins, une petite ville où les gens connaissaient les chiens des autres par leur nom, et saluaient même s'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Ma mère est décédée quand j'avais 5 ans, une insuffisance rénale, soudaine et cruelle, et je n'ai jamais connu mon père. Après les funérailles, il n'y avait plus que moi et mon grand-père, Hank Bennett. C'était un homme tranquille, avec des mains marquées par des années de travail à la ferme, et un cœur assez grand pour contenir aussi toute ma douleur. Grand-père m'a appris des choses que la plupart des filles n'apprenaient pas. Je pouvais changer un pneu avant de savoir conduire, et reconstruire le carburateur d'une vieille Chevy à 16 ans. Il disait toujours, prends soin de tes propres roues, ma petite, et personne ne pourra te dire où tu peux ou ne peux pas aller. J'adorais ça. C'est peut-être pour ça que j'ai quitté la ville le lendemain de mes études secondaires, parce que je croyais pouvoir aller n'importe où. Denver était bruyante et rapide, mais j'ai trouvé une chambre bon marché dans une vieille pension de famille, et j'ai décroché un emploi dans un restaurant. Je détestais l'odeur de graisse frite qui s'accrochait à mes vêtements, mais ça payait le loyer et à l'époque, c'était suffisant. C'est là que j'ai rencontré Jake Miller. Il venait tous les jours à midi, toujours avec la même commande, café noir et un sandwich à la dinde. Au début, je pensais qu'il était timide, levant à peine les yeux quand je prenais sa commande. Mais avec le temps, j'ai remarqué la façon dont ses yeux s'attardaient une seconde de trop, la façon dont il souriait comme si j'étais la seule raison pour laquelle il s'était arrêté. Un jour, il apporta un petit bouquet de marguerites, mes fleurs préférées, même si je ne le lui avais jamais dit, et m'invita à sortir. J'ai dit oui sans hésitation. Avec le recul, c'était peut-être la première erreur, mais j'avais l'impression que quelque chose de bien se passait enfin. Jake n'était pas riche, mais il était charmant. Il disait toutes les bonnes choses, comment il admirait la façon dont je travaillais dur, comment il aimait mon indépendance. En quelques mois, il m'aidait avec le loyer et finalement, il a emménagé. Je pensais que c'était l'amour, un amour vrai et durable. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'étais nerveuse mais heureuse. J'imaginais Jake souriant, me prenant dans ses bras,
disant que nous allions nous en sortir ensemble. Au lieu de cela, il a figé. Tu es sûr, dit-il, comme si je lui avais dit que j'avais volé la voiture de quelqu'un au lieu de porter son enfant. J'ai ri nerveusement, balayant la chose. Bien sûr que je suis sûr. Jake, c'est notre bébé. Nous devons parler d'eux. Il me coupa d'un mouvement de tête. Amber, nous ne sommes pas prêts pour ça. C'est trop tôt. Je pensais que tu t'en occupais, tu sais, la contraception. Cette nuit-là, il a à peine parlé. Et le lendemain matin, il ne m'a pas embrassé avant de partir. Les jours passaient sans nouvelles, et chaque appel tombait sur la messagerie vocale. J'ai essayé de croire qu'il avait juste peur. C'est ce que les gens disent, n'est-ce pas? Les hommes paniquent et finissent par revenir. Mais au fond de moi, je sentais le froid de quelque chose qui se brisait. Je ne savais tout simplement pas à quel point cela allait empirer. Parfois, en conduisant dans les rues de la ville, j'entends encore la voix de grand-père. Prends soin de tes propres roues, ma petite. Il ne parlait pas seulement de voiture, il parlait de la vie. Et maintenant, la vie me disait que j'étais sur le point d'y aller seul. La première fois que j'ai revu Jake, ce n'était pas à la maison. Ce n'était pas lui qui passait la porte avec des excuses, des fleurs ou même une excuse. C'était devant une boutique du centre-ville, 3 jours plus tard, avec elle, Vanessa Brox. C'était le genre de femme que l'on voit sur les couvertures de magazines, cheveux parfaits, ongles parfaits, tout parfait. Jake avait son bras autour de sa taille et il riait comme s'il n'avait aucun souci au monde. Pendant une seconde, je me suis figé, debout là comme un fantôme d'une vie qu'ils avaient déjà oubliée. Puis Jake m'a vu. Ses yeux se sont agrandis, son bras s'est raidi, et un instant, j'ai pensé qu'il allait courir, tout expliquer, me supplier de lui pardonner. Au lieu de ça, il s'est mis devant elle comme si j'étais une menace. « Amber, qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix était tranchante, défensive. Je me suis entendu le dire avant de pouvoir m'arrêter. « Je suis enceinte, Jake, de ton enfant. Nous devons parler. » Vanessa a poussé un rire si doux et cruel qu'il m'a brûlé. « Enceinte ? De son enfant ?» Elle m'a regardé de haut en bas comme si j'étais un chien errant qui s'était égaré dans son monde. « Chérie, tu dois passer à autre chose. » Jake a tressailli mais ne l'a pas contredite. Au lieu de cela, il a murmuré, « Amber, nous en avons déjà parlé. » Non, nous n'avons pas parlé. Tu as fui. Tu n'as pas répondu à ton téléphone, Jake. Tu m'as laissé me demander si tu étais dans un fossé, ou si tu t'en fichais tout simplement. Ma voix s'est brisée et je l'ai détesté. Vanessa a croisé les bras, me regardant fixement. Écoute, quoi que ce soit, c'est fini. Il est avec moi maintenant. Alors pourquoi ne t'occupes-tu pas de ton petit problème et arrêtes-tu de te ridiculiser? Pendant un instant, je n'ai pas pu respirer. Les mots flottaient dans l'air comme du poison. Jake s'est en fait rapproché d'elle, pas de moi. Elle a raison, Amber. Nous ne sommes pas dans une situation pour ça. Tu devrais. Tu devrais faire ce qu'il y a de mieux. Te débarrasser de ça. Te débarrasser de ça. Ces mots m'ont transpercé plus profondément que tout. C'était l'homme à qui j'avais fait confiance avec mon cœur, ma maison, mon avenir. Et maintenant, il se tenait là avec sa nouvelle conquête à son bras, me disant d'effacer la seule chose qui me restait de la vie que nous avions partagée. Ma main a bougé avant que je ne réfléchisse. Le claquement de ma paume contre sa joue résonna plus fort que prévu. « Lâche » ai-je murmuré. « Tu ne mérites d'être le père de personne. » Vanessa halta et s'avança, mais Jake la retint, le visage rouge de colère ou peut-être de honte. « Rentre chez toi, Amber. C'est fini. Quelle que soit la fantaisie que tu as, c'est terminé. » Je titubais, l'estomac noué, les larmes me piquant les yeux. Je ne me souviens même pas comment je suis rentré à la maison cette nuit-là. Je me souviens juste de m'être effondré sur le sol de la salle de bain, les genoux serrés, me balançant comme une enfant. J'ai pensé appeler une clinique. J'ai même pris le téléphone une fois. Mais ensuite, j'ai pressé ma main contre mon ventre et j'ai chuchoté, « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne peux pas te perdre, toi aussi. » Pendant des jours, j'ai à peine mangé. Je n'allais pas travailler. Mes économies, le peu que j'avais, ont commencé à fondre rapidement.
Et la solitude, c'était comme se noyer en pleine mer, chercher quelque chose de solide et ne trouver que de l'air. Un soir, alors que je fixais mon téléphone, Ben frappa à ma porte. « Amber, ça va ?» J'ai ouvert la porte, le mascara coulant et les yeux gonflés. Le visage de Ben s'adoucit instantanément. « Oh, l'enfer !»« Viens. Assieds-toi. Dis-moi ce qui s'est passé. » Et je l'ai fait. Pour la première fois, j'ai dit à quelqu'un toute la vérité. Ben et sa femme, Carla, ont écouté en silence, puis Carla m'a serré la main. « Ma chérie, ne laisse pas cet homme définir ta vie. Tu es plus forte que ça. Nous allons t'aider. » Cette nuit-là, quelque chose s'est brisé, mais pas de la mauvaise manière. C'était le son de quelque chose qui s'ouvrait pour que la lumière puisse enfin entrer. Le lendemain matin, après avoir déversé mon cœur à Ben et Carla, je me suis réveillé avec un sentiment différent. Toujours blessé, toujours à vif, mais pas brisé. Carla avait laissé une assiette de pancakes chauds devant ma porte avec un mot « Tu vas y arriver ». Cela m'a fait pleurer de nouveau, mais d'une bonne manière. Les gens se souciaient de moi. Mais peut-être pas la personne que j'avais crue. Ce soir-là, pendant le dîner chez eux, Ben a dit « Amber, tu as déjà pensé à conduire un taxi ? Nous manquons de chauffeurs à la compagnie. Armand, le propriétaire, peut être pénible, mais la paye est stable. Tu serais doué pour ça. Tu connais les voitures mieux que la moitié des gars là-bas. » Au début, j'ai ri. Moi ? Conduire des étrangers toute la journée ? Ben, j'arrive à peine à tenir le coup. Il haussa les épaules. Peut-être que c'est ce dont tu as besoin. Quelque chose pour te maintenir en mouvement. Et puis, tu sais déjà réparer un moteur. C'est la moitié de la bataille. Cela semblait fou, mais le lendemain matin, j'étais debout dans un bureau exigu pendant qu'Armand me regardait comme si j'étais un investissement risqué. Il était petit, trapu, avec des yeux perçants et une langue encore plus acérée. « Avez-vous déjà conduit pour le transport de personnes ? » ? « Non, monsieur, » j'ai dit, gardant mon sweat à capuche bien zippée. Il grogna. « Vous avez un permis, pas d'accident, pas de conduite en état d'ébriété ? » ? « Oui, monsieur. » Il me fixa un instant de plus, puis me poussa une pile de papier. « Bien. Vous commencez demain. Ne soyez pas en retard. Ne gaspillez pas de carburant. Et ne croyez pas que je ne saurai pas si vous prenez le chemin le plus long pour une plus grande course. Il y a des caméras dans chaque voiture. Je vois tout. » J'ai acquiescé, retenant l'envie de dire quelque chose de sarcastique. La vérité, c'est que j'avais besoin de ce travail, et je n'allais pas laisser un patron grincheux m'effrayer. La première semaine fut rude. De longues heures, des bagages lourds, des passagers qui me traitaient comme un meuble. Mais il y a eu aussi de bons moments. Une vieille dame qui m'a donné un pourboire avec un sac de biscuits fait maison, un homme d'affaires qui m'a dit tranquillement « Merci de m'avoir ramené à la maison en toute sécurité après une journée brutale. » Surtout, ça me tenait occupé. Pas le temps de m'asseoir et de penser à Jack, pas le temps de m'endormir en pleurant. Juste moi, la route, et la petite vie qui grandissait tranquillement en moi. Je gardais ma grossesse cachée sous des sweats à capuche emplis des vestes trop grandes. Certains jours, je me sentais malade, mais je tenais bon car chaque kilomètre, chaque pourboire, chaque dollar économisé était un pas de plus vers ma préparation à l'arrivée du bébé. Et lentement, quelque chose d'étrange se produisit. Je commençais à ressentir de la fierté. Comme si je ne faisais pas juste survivre. Je construisais quelque chose de nouveau. Un soir, Ben me surprit dans le garage en train de nettoyer le taxi. « Tu souris ?» dit-il, surpris. Je fis un sourire en coin. « Je crois que oui. » Il me frappa sur l'épaule. « Bien. Continue comme ça. Tu le mérites. » À ce moment-là, je ne savais pas que ma vie allait prendre un autre tournant inattendu. C'était censé être un quart de travail facile. Un long trajet hors de la ville. De bons kilomètres, de l'argent. Exactement le genre de voyage dont j'avais besoin. Je fredonnais même, pensant à des noms de bébés en conduisant. Mais quand je suis arrivé devant l'immense maison qui avait demandé la course, j'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas. De la musique tapait de l'intérieur, assez fort pour faire trembler les fenêtres. Quelques hommes en costume coûteux trébuchaient sur le porche,
riant trop fort, des verres à la main. Mon client était introuvable. Quelques minutes plus tard, un homme que je supposais être l'hôte sortit en titubant, agitant la main de manière dédaigneuse. « Oublie ça, bredouilla-t-il. Il ne va nulle part ce soir. » Et juste comme ça, ma course fut annulée. Frustré, j'appelai Armand pour expliquer. Sa voix crépita dans le haut-parleur. « Alors, c'est ton problème, pas le mien. Retourne au garage, et ne pense même pas à me facturer du temps perdu. » Il raccrocha avant que je ne puisse répondre. Je serrai le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Ce n'était pas ma faute, mais ça allait quand même me coûter cher. Je fis demi-tour et me dirigeai vers la ville, la pluie crachant maintenant sur le pare-brise. C'est là que je le vis. Au début, je crus que c'était un animal sur la route. Une ombre trébuchant hors de la lisière des arbres, à moitié s'effondrant sur le bas-côté. Je ralentis, le cœur battant. Quand je m'approchai, je réalisai que c'était un homme, grand, large d'épaules, mais sale. Ses vêtements étaient déchirés et maculés de sang séché. J'hésitais. Prendre des inconnus au milieu de nulle part la nuit était un excellent moyen de finir aux informations du soir. Mais je ne pouvais pas simplement le laisser là. Je m'arrêtai, baissai la vitre. « Et, vous allez bien? Vous avez besoin d'aide ?» Il tenta de parler, les lèvres gercées et tremblantes. « S'il vous plaît, aidez-moi. » Et puis, il s'est effondré directement sur le bitume mouillé. Bon sang. Je suis sorti en vitesse, lui ai passé le bras sur l'épaule. Il était lourd, et mon ventre me faisait mal à force d'effort, mais d'une manière ou d'une autre, je l'ai mis sur la banquette arrière. Par instinct, j'ai foncé droit vers l'hôpital le plus proche, lui parlant tout le long comme si cela le maintiendrait conscient. « Reste avec moi, d'accord ? Nous y sommes presque. Je m'appelle Amber. Tu vas t'en sortir. » Il marmonna un mot, Liam, avant de s'évanouir de nouveau. Aux urgences, les infirmières l'ont emmené. Je suis resté assez longtemps pour faire ma déposition, j'ai même payé l'admission car il n'avait pas de portefeuille, pas de pièce d'identité. Je me suis dit que c'était la bonne chose à faire. Mais en revenant vers mon taxi, trempée et frissonnante, je me suis demandé dans quel genre de problème je venais de me fourrer. Quand je suis revenu au garage, Armand m'attendait, les bras croisés. « Tu crois que c'est une œuvre de charité ?» a-t-il aboyé. « Les caméras montrent que tu as pris un clochard au hasard. Tu m'as coûté du carburant et du temps. » Il saignait, ai-je rétorqué. Il aurait pu mourir. Armand ricana. « Et maintenant, vous payez sa facture d'hôpital. Super. Considérez votre bonus disparu. » J'ai mordu ma langue et je suis parti. J'avais fait la bonne chose, alors pourquoi avais-je l'impression que tout allait empirer? Le lendemain matin, je me suis réveillé au son d'un coup de poing à ma porte. Pendant une seconde, j'ai pensé que c'était Armand qui venait me réprimander à nouveau. Mais quand j'ai ouvert, 3 hommes se tenaient là. 2 étaient clairement des gardes du corps, grands, rigides, les mains jointes devant eux. Le 3e homme avait l'air de sortir d'un club de golf, costume sur mesure, boutons de manchette en or, une montre valant plus que tout mon appartement. « Vous êtes Amber Bennett ?» Sa voix était douce, travaillée, presque trop calme. « Oui », ai-je dit lentement, une main frottant instinctivement mon ventre sous mon sweat à capuche. Il sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. « Vous avez sauvé mon fils hier soir. Liam Carter. Je vous suis très reconnaissant. » Il s'avança, déposa une épaisse enveloppe sur mon comptoir sans demander à entrer. Un petit signe d'appréciation. Je l'ai regardé, mais ne l'ai pas touché. « Il va bien ? » Il se remet. « Rien à craindre pour vous. » Ses yeux me parcoururent comme si j'étais un meuble. « Vous n'avez rien entendu d'inhabituel de sa part, n'est-ce pas ? Parfois, un traumatisme fait dire des choses étranges. » Cela fit retentir toutes les alarmes dans ma tête. « Non, mentis-je automatiquement. Il a à peine parlé. » Bien. Alors gardons ça comme ça. Il sourit de nouveau, trop parfait, trop froid, et sortit, suivi de ses gardes du corps. Dès qu'ils furent partis, je fixai l'enveloppe. La curiosité me gagna. À l'intérieur, il y avait plus d'argent que je n'en avais jamais vu d'un seul coup.
Cela ne ressemblait pas à de la gratitude, mais à de l'argent pour acheter mon silence. Je ne pouvais pas m'en débarrasser. Pourquoi un père ne montrerait-il aucune émotion en apprenant que son fils avait été retrouvé à moitié mort sur le bord de la route? Pourquoi se souciait-il tant de ce que Liam aurait pu dire? J'ai pris mes clés et je suis retourné à l'hôpital. Quand j'ai demandé des nouvelles de Liam, l'infirmière à l'accueil a froncé les sourcils. Il ne reçoit pas de visite. Pouvez-vous juste lui dire qu'Amber est là? Son expression s'est adoucie. Je suis désolé, mais il est maintenant dans un coma artificiel. Quoi? Il parlait hier. L'infirmière a haussé les épaules, impuissante. Ordre d'en haut. Son père est avec lui. Alors que je m'éloignais, stupéfaite, une voix douce m'a appelé par derrière. Attendez, vous êtes la conductrice, n'est-ce pas? Une jeune infirmière s'est avancée, jetant un regard nerveux autour d'elle. Son badge indiquait Grace Moore. Oui. Pourquoi? Elle me fit signe de la suivre dans une petite réserve. Une fois la porte fermée, elle chuchota, il n'est pas dans le coma. Il le sédate. Des médicaments lourds, des perfusions constantes. Quelqu'un ne veut pas qu'il se réveille. Je la fixai. Pourquoi? C'est leur famille. Grace secoua la tête. Cet homme qui prétend être son père? Il a payé notre chef de médecine. Je l'ai entendu dire, gardez-le endormi jusqu'à ce que je dise le contraire. Ce n'est pas des soins médicaux, c'est autre chose. Mon esprit s'emballait. Dans quoi m'étais-je fourré? Grace me toucha le bras. Vous lui avez sauvé la vie, Amber. Si vous voulez qu'elle le reste, vous devez le sortir d'ici. J'ai reculé d'un pas. Je suis enceinte. Je ne peux pas m'impliquer dans quelque chose de dangereux. Elle a hoché la tête tristement. Je comprends, mais si nous ne faisons rien bientôt, Liam ne se réveillera peut-être jamais. Et quoi qu'il sache, quelqu'un est prêt à payer pour le garder enterré. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de penser à la voix rauque de Liam disant, s'il vous plaît, aidez-moi. J'avais déjà risqué mon travail pour le sauver une fois. Pouvais-je vraiment m'en aller maintenant? À l'aube, j'avais ma réponse. 2 jours plus tard, je me tenais devant l'entrée arrière de l'hôpital, le cœur battant contre mes côtes, si fort qu'il me semblait qu'il allait se meurtrir. Grace avait accepté d'aider, même si elle pouvait perdre son travail, toute sa carrière, pour cela. Es-tu sûr de vouloir faire ça, chuchota TL, jetant un coup d'œil de haut en bas de l'allée vide. Je serrai plus fort le volant. Il va mourir là-dedans si nous ne faisons rien. Elle hocha la tête, ajustant la charlotte blanche d'infirmière sur ma tête et me tendant un masque chirurgical. Agis simplement comme si tu y étais à ta place. À l'intérieur, les couloirs étaient silencieux, tamisés pour le quart de nuit. Grace m'a conduit par une porte latérale à la chambre de Liam. Il était toujours sous perfusion, pâle et étrangement immobile. Sans un mot, elle a fermé les 4 valves et a retiré la ligne. Il lui faudra un peu de temps pour se réveiller complètement, mais nous devons bouger maintenant. Ensemble, nous l'avons mis sur une civière, le poussant dans le couloir. Chaque grincement des roues me serrait l'estomac. Mon sweat à capuche tendu sur mon ventre, un rappel constant que je ne me risquais pas seulement moi-même. Nous avons atteint la sortie arrière, avons chargé Liam dans mon taxi, et Grace m'a glissé un petit sac en papier dans les mains. Antibiotiques, analgésiques, sachets d'électrolytes. Les instructions sont à l'intérieur. Emmenez-le en sécurité. Grace, merci. Elle a fait un sourire triste. Garde-le juste en vie, d'accord? Puis elle a disparu à l'intérieur. Le trajet a semblé interminable. Liam a remué 1 ou 2 fois, marmonnant, mais ne s'est réveillé que lorsque je l'ai transporté, à moitié traîné, à moitié soutenu, dans mon petit appartement. Il a cligné des yeux, désorienté, ses yeux parcourant la pièce. Où suis-je? En sécurité, ai-je dit, l'installant sur le canapé. Tu es en sécurité maintenant. Il a essayé de se redresser, mais a grincé, serrant ses côtes. Tu m'as sauvé. 2 fois. Je me suis assise en face de lui, les bras croisés. Tu veux me dire pourquoi quelqu'un paie des médecins pour te garder endormi? Sa mâchoire s'est serrée. Gregory Carter. Il n'est pas mon père.
Légalement, oui, mais de sang? Non. Il a épousé ma mère quand j'avais 3 ans, après la mort de mon vrai père. Maman lui faisait confiance, et il gérait tout jusqu'à ce qu'elle meure aussi. Il prit une inspiration, les yeux s'assombrissant. Mon vrai père m'a laissé une participation majoritaire dans sa chaîne d'hôtels. Je n'y aurai accès qu'à mon 25e anniversaire. C'est la semaine prochaine. Grégory veut tout pour lui. Il a engagé des gens pour me faire peur, peut-être pire, pour que je le signe. Quand j'ai refusé, ils m'ont pris. Je le regardais, stupéfaite. C'est à lui que j'ai parlé ce matin. Il vous a appelé son fils. Liam laissa échapper un rire amer. Il m'appelle fils quand ça l'arrange. Sinon, je ne suis qu'un obstacle. Pendant un instant, la pièce fut silencieuse, à l'exception du doux ronronnement du chauffage. Je le regardais, cet homme à moitié brisé que je connaissais à peine, et je sentis quelque chose changer en moi. J'étais venu ici pour recommencer, pour construire une vie à partir de zéro. Et voici quelqu'un dont la vie était volée à la vue de tous. Tu ne vas pas y retourner, dis-je fermement. Pas tant que je respire. Un léger sourire effleura ses lèvres. Tu ne me connais même pas. J'ai haussé les épaules. Je sais ce que c'est d'être jeté, comme si tu n'avais pas d'importance. Je ne laisserai pas cela t'arriver. Pour la première fois depuis des semaines, je vis dans ses yeux autre chose que de la douleur. De l'espoir. Il chuchota, merci, Amber. J'acquiesçai. Repose-toi. Demain, nous trouverons notre prochain mouvement. Alors qu'il fermait les yeux, je pressai ma main sur mon ventre. Nous sommes dans cette situation ensemble maintenant, petit, murmurai-je. Que cela nous plaise ou non, nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Le lendemain matin, Liam était assis sur mon canapé, palme et stable. Il avait un bras enroulé autour de ses côtes, mais ses yeux étaient vifs, concentrés. Amber, je ne peux pas continuer à fuir, dit-il doucement. Grégory ne s'arrêtera pas à moins que quelqu'un ne le force. Je lui tendis une tasse de thé. Alors nous l'arrêtons. Dis-moi tout. Pendant l'heure qui suivit, il raconta tout. L'héritage, les documents falsifiés que Grégory avait tenté de lui faire signer, et les menaces qui s'étaient transformées en un véritable enlèvement. Il me raconta même le coma qu'il lui avait imposé. Quand il eut fini, je posai la seule question qui m'était venue à l'esprit depuis que je l'avais ramassé sur cette route. Es-tu prêt à te battre? Sa mâchoire se serra. Oui. J'en ai fini d'avoir peur. Je l'ai conduit directement au bureau du procureur. Entrer avec un homme qui avait encore des bandages sur le visage et des ecchymoses sur le cou a attiré beaucoup d'attention, mais Liam s'en fichait. Il leur a tout raconté, sous serment. Le procureur a écouté, les yeux se plissant à mesure que Liam décrivait le pot de vin à l'hôpital et la façon dont Grégory avait contrôlé sa vie depuis l'enfance. Ils ont promis d'agir, mais je pouvais voir que Liam était sceptique. Moi aussi. Des gens comme Grégory ne tombaient pas juste parce qu'on le leur demandait gentiment. Cette nuit-là, des détectives nous ont rencontrés à mon appartement. Ils avaient des questions pour moi aussi, sur la nuit où je l'avais trouvé, et sur la mystérieuse visite de gratitude de Grégory et l'enveloppe pleine d'argent. Je leur ai tout raconté. L'enquête s'est déroulée rapidement, plus vite que je ne l'espérais. À la fin de la semaine, Grégory était menotté, criant aux caméras alors qu'on le poussait dans un véhicule de police. Il me regarda droit dans les yeux, de l'autre côté du parking, et siffla, « Ce n'est pas fini, petite. Tu as tout gâché. » Pour la première fois, je ne tressaillis pas. Je le regardai fixement, la main posée protectrice sur mon ventre, et dit, « Vous avez fait ça tout seul. » L'affaire Liam a dominé l'actualité pendant des jours. La mort de son père des années auparavant, les mouvements financiers suspects, l'enlèvement, tout a été révélé. Le pouvoir de Grégory s'est effondré comme du papier sec, et avec lui, les menaces contre Liam ont disparu. Quand ce fut fini, Liam était libre de prendre le contrôle de son héritage et de sa vie. Mais quand il est apparu à mon appartement, tenant un bouquet modeste et ayant l'air soudainement timide, j'ai su que l'argent n'était pas ce qui comptait pour lui. « Tu m'as sauvé, dit-il simplement. Et pas seulement ma vie, tu as sauvé tout ce que je pensais avoir perdu. » Pendant un instant, je ne pouvais pas parler. Personne ne m'avait jamais dit quelque chose comme ça. Il sourit doucement.
Amber, je veux faire partie de ça. De ta vie. De la vie de ton bébé, si tu veux bien. Je sentis les larmes me monter aux yeux, mais pour la première fois, elles n'étaient pas dues à la tristesse. Nous verrons, murmurai-je en lui rendant son sourire. Un pas à la fois. Cette nuit-là, je me suis assise près de ma fenêtre, regardant la neige commencer à tomber sur les rues de Denver. Pour la première fois depuis des mois, je ressentis quelque chose que je pensais perdu à jamais. L'espoir. Le temps a le don d'adoucir même les arêtes les plus vives. Dans les semaines qui suivirent l'arrestation de Gregory, la vie s'est ralentie pour devenir presque douce. Je conduisais toujours mon taxi quand je pouvais, mais Liam insistait pour aider de toutes les manières possibles, payant les courses, m'emmenant aux rendez-vous prénataux, même en réparant un lit de bébé d'occasion qu'il avait trouvé en ligne. Au début, j'ai résisté. « Tu ne me dois rien, Liam, dis-je un soir alors qu'il serrait le dernier boulon du berceau. Il leva les yeux, le regard stable. « Amber, il ne s'agit pas de devoir. Il s'agit de vouloir être ici. » Et il était là. Tous les jours. Nous ne parlions pas de ce que nous étions, exactement. Amis? Partenaires? Quelque chose de plus? Mais chaque fois qu'il souriait en sentant le bébé bouger, ou chaque fois qu'il restait debout tard pour assembler les vêtements de bébé que j'avais achetés dans des friperies, mes murs se fissuraient un peu plus. Quand le travail est arrivé, c'était au milieu de la nuit, brusque et soudain. J'ai paniqué, bien sûr, mais Liam était calme, aussi stable que jamais. « Tu vas bien. Respire, Amber. Je suis là. » Des heures plus tard, alors que l'aube peignait les fenêtres de l'hôpital en rose, j'ai tenu mon fils pour la première fois. Noah Bennett. Parfait, minuscule, chaud, à moi. Les larmes brouillèrent ma vision alors que j'embrassais son front. Liam se tenait à côté du lit, les yeux brillants. « Il est magnifique, murmura-t-il. Amber, tu es incroyable. » Dans ce moment fragile et lumineux, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Je n'étais plus seul. Quelques jours plus tard, alors que j'étais assise dans le lit d'hôpital, Noah dormant dans mes bras, Liam est entré avec quelque chose de petit à la main. Une bague. Simple, discret, mais magnifique. « Amber, dit-il doucement, je sais que la vie nous a jetés tous les deux dans le chaos. Je sais que tu as peur de faire confiance à nouveau, mais je t'aime. J'aime Noah. Je veux construire une vie avec toi, si tu veux de moi. » Pendant un battement de cœur, je ne pouvais pas parler. Des larmes coulaient sur mes joues, mais cette fois elles ne portaient aucune douleur, seulement du soulagement et de la joie. « Oui, murmurai-je. Oui, Liam. » Il m'embrassa le front et nous serra tous les deux, moi et Noah, dans ses bras. Pour la première fois depuis que tout s'était écroulé, je me sentis entière. Les semaines qui suivirent ne furent pas une perfection de conte de fées. Il y eut des nuits sans sommeil, des coliques, et des moments où je doutais de tout, mais Liam ne fléchit jamais. Il changeait les couches, réchauffait les biberons et apaisait Noah pour qu'il se rendorme à 3 heures du matin. Parfois, je me réveillais et le trouvais simplement en train de regarder Noah, un doux sourire sur le visage, chuchotant des promesses que seul un père pouvait faire. Et lentement, je guéris. Non seulement de la trahison de Jake, mais aussi de toute la culpabilité et de la solitude que j'avais portée pendant des mois. J'ai arrêté de penser à ce que j'avais perdu et j'ai commencé à aimer ce que j'avais. Un partenaire qui me choisissait chaque jour, et un enfant qui me donnait une raison d'avancer. Un soir tranquille, alors que Noah somnolait dans son berceau, Liam s'est assis à côté de moi sur le canapé. « Tu ne penses jamais, dit-il, que nous avons peut-être dû traverser toute cette douleur pour finir ici ?» Je le regardai, notre fils, et souris. « Oui, je le pense. » 3 ans passèrent en un clin d'œil. Noah était maintenant un bambin brillant et curieux qui ne marchait jamais quand il pouvait courir, ne parlait jamais quand il pouvait crier d'excitation. Notre petite maison à la lisière de Denver était pleine de rires. Des jouets éparpillés comme des confettis et le genre de chaos que je pensais ne jamais survivre. J'avais troqué mon emploi de chauffeur de taxi à temps plein pour des quarts de travail à temps partiel et je me concentrais davantage sur la maison. Liam avait repris l'entreprise familiale, mais il refusait de devenir le genre d'homme que Gregory avait été. Les gens avant les profits, disait-il avec un sourire, et il le pensait. Sa gentillesse a remodelé l'entreprise, et sa loyauté m'a remodelé. Un matin d'automne frisquet, j'ai emmené Noah au parc.
Il serrait ma main de ses petits doigts et désignait avec enthousiasme chaque feuille qui tombait. Liam nous rejoignit avec un café dans une main et la voiture préférée de Noah dans l'autre. Nous étions juste une famille ordinaire, et pour quelqu'un qui avait un jour pleuré seul sur le sol d'une salle de bain, cette ordinarité ressemblait à un miracle. Une semaine plus tard, quelque chose s'est produit qui a fermé la dernière porte sur ma vie d'avant. Nous réservions un voyage en famille dans une agence de voyage du centre-ville. En entrant, je me suis figé un instant. Derrière le comptoir se tenait Jake Miller. Pendant un battement de cœur, il ne m'a pas reconnu. Je n'étais pas la même femme qu'il avait quittée. Les cheveux attachés, le sweat à capuche zippée, les yeux gonflés par les pleurs. J'étais différente maintenant, confiante, calme, tenant la main de mon fils, portant une bague qui disait au monde que j'étais aimé et choisi. Son visage devint pâle. Amber. Je souris poliment. Bonjour, Jake. Ses yeux se posèrent sur Noah, puis sur Liam, qui s'approcha de moi, protecteur. Est-ce que... Jake bégaya. Non, dis-je doucement mais fermement. C'est Noah Bennett Carter, et ceci, je serrai la main de Liam, c'est mon mari. La bouche de Jake s'ouvrit comme s'il voulait dire autre chose, mais je ne lui en laissai pas l'occasion. Nous devrions y aller, chérie, dis-je à Liam, me détournant. Alors que nous sortions dans l'air vif, Liam me jeta un coup d'œil. Tu vas bien? Je pris une profonde inspiration, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Oui, en fait, ça va. Nous sommes rentrés à la maison, avons réservé notre voyage en ligne à la place, et avons passé la soirée à faire du chocolat chaud pendant que Noah construisait des tours de blocs à nos pieds. Cette nuit-là, je me suis assise sur la véranda arrière, regardant Liam et Noah chasser les lucioles sous le coucher de soleil. Et j'ai pensé à la femme que j'étais, celle qui se sentait si petite, si jetée. Elle avait cru que sa vie était finie parce que quelqu'un en qui elle avait confiance l'avait abandonnée, mais elle avait tort. Cette douleur l'avait poussée à trouver sa propre force, à garder un bébé qu'elle pensait ne pas pouvoir gérer, à sauver un étranger qui s'est avéré être l'amour de sa vie. Je me suis murmuré, merci, Jake, de m'avoir quitté, car si tu ne l'avais pas fait, je n'aurais jamais trouvé tout ça. Liam s'approcha de moi par derrière, m'enlaçant la taille, posant son menton sur mon épaule. À quoi penses-tu? Juste à la chance que nous avons, dis-je en me blottissant contre lui. Noah courut vers nous, tendant les mains. Maman, papa, regardez. J'en ai attrapé un. Dans ses paumes jointes se trouvait une minuscule luciole lumineuse, délicate et magnifique. Liam s'accroupit. C'est incroyable, mon pote. On la laisse s'envoler ensemble? Noah hocha la tête, et nous trois ouvrîmes nos mains, regardant la petite lumière flotter dans le ciel nocturne. Je souris à travers des larmes que je n'avais même pas réalisé être tombées. La vie n'était pas parfaite, mais elle était à nous, et elle était pleine d'amour. J'avais un jour cru que le bonheur était pour les autres, des gens plus chanceux ou plus forts que moi, mais debout là, les bras de Liam autour de moi et Noah riant à nos pieds, j'ai enfin compris. Le bonheur n'est pas quelque chose que l'on vous donne, c'est quelque chose que vous choisissez de construire pièce par pièce, moment par moment. Et je n'échangerai cette vie pour rien au monde.